Bonsoir à tous, je suis ravie au nom d'Hervé Lemoine de vous accueillir ici au Mobilier National pour le lancement de ce nouveau cycle des rencontres des savoir-faire. Je suis Emmanuelle Petit-Demange, l'administratrice générale du Mobilier National. Ces rencontres des savoir-faire sont, je dirais, présentées à vous sous une nouvelle formule, qui est une formule qui a vocation à toucher un public plus large, on l'espère, par un horaire qui est peut-être plus compatible avec voilà, une vie professionnelle parallèle et surtout une diffusion numérique plus large. Mais en réalité, ces rencontres existent depuis plus de 10 ans grâce au savoir-faire exceptionnel de Marc Bayard, que je remercie très vivement ici et qui anime, je dirais, l'une des seules tables rondes et l'un des seuls cycles de conférences consacrés au décoratif au sens large et au métier d'art, ce qui est pour nous, je dirais, une ressource particulièrement précieuse. Donc qu'il soit vivement remercié ici. Ces rencontres des savoir-faire, ex-rencontres des Gobelins, ont, je dirais, un double champ. Le champ évoquer le décoratif au sens large, c'est-à-dire tous les métiers du décoratif, depuis le décoratif de nos intérieurs privés jusqu'au décoratif urbain, jusqu'au décoratif de la table. Et par ailleurs, évoquer en réalité tout l'ensemble des métiers qui entourent ce champ décoratif, donc de la conception, les designers, jusqu'à la réalisation, les entreprises, les métiers d'art, en passant par les restaurateurs, en passant par les chercheurs. Ce soir, la rencontre qui vous est proposée tourne autour, je dirais, de l'inspiration qui découle de l'exposition à l'altérité, donc en réalité au voyage. Et nous avons donc l'immense chance d'accueillir Marc et Caterina Aurel, que Marc va présenter dans un instant. Donc je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet. Permettez-moi simplement, en guise de conclusion, de remercier nos nombreux partenaires, tout particulièrement la revue Geste. Je salue Yamina ici présente et également la Banque Populaire Rive de Paris qui nous accompagne depuis longtemps sur donc, ce très beau projet. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous revoir nombreux dans tout le cycle passionnant qui s'annonce pour cette saison 2023-2024. Bonsoir. Merci beaucoup Emmanuel, et avant de commencer le voyage, je propose à Yamina Benaïm de venir présenter rapidement une nouvelle revue, maintenant qui a 1 an d'existence, une revue à la fois colorée, qui se distingue par des couleurs de couverture assez imposantes, mais aussi une revue qui invite au voyage intérieur, au voyage des thématiques, puisque, Yamina va nous le dire, elle est une revue particulièrement transversale. Alors voilà, donc voici les 2 derniers numéros, le numéro d'été et le numéro d'automne. Le prochain numéro... pardon. Donc les 2 derniers numéros, le vert étant le numéro d'été, le rose le numéro d'automne, le prochain numéro... Merci beaucoup. Le prochain numéro d'hiver paraissant le 6 décembre, donc à vos kiosques. Alors Marc, petite correction, Geste a bientôt 2 ans. Ah oui, voilà. Tellement vite que... Voilà, c'est ça. Donc Geste est une revue trimestrielle que j'ai fondée et dont je suis directrice de la rédaction, que je développe au sein du groupe Beaux-Arts et compagnie. Geste est la première revue consacrée au métier d'art, savoir-faire d'excellence et création contemporaine. Et à ce jour l'unique, dans le futur sans doute, y aura-t-il, il faut l'espérer, d'autres supports qui s'intéresseront de près à ces savoir-faire d'excellence. Alors pourquoi avoir créé Geste? Alors moi à l'origine je viens de l'art contemporain, j'étais rédactrice en chef adjointe d'un magazine d'art contemporain pendant une 8aine d'années. Et c'est vrai qu'à ce titre, j'ai observé combien les artistes plasticiens font appel à des artisans, en tous les cas à des matières qui nécessitent la virtuosité du geste, qu'il s'agisse de la céramique, du bois, du métal, du verre. Donc on peut penser évidemment à beaucoup d'artistes, Johan Créten notamment, Jean-Marie Apriou, enfin bon, ils sont très nombreux. Et début 2018, j'ai commencé à réfléchir effectivement à une revue qui pourrait justement évoquer, être une tribune pour ces métiers d'art et ces savoir-faire d'excellence,
avec justement ces capillarités sur la création contemporaine. Et pour moi, la création contemporaine, c'est pas uniquement la création plastique, c'est bien sûr tout ce qui peut donner lieu à la créativité, à l'imagination. Donc effectivement, comme vous le disiez, Marc, ça inclut par exemple la gastronomie, ça inclut énormément de domaines qui, a priori, ne sont pas stricto sensu proches de ce qu'on peut imaginer des métiers d'art. Donc les métiers d'art sont 281 métiers recensés. Les savoir-faire d'excellence sont plus nombreux parce que certains ne sont pas identifiés comme étant métiers d'art, mais le propos, c'est de mettre en valeur justement via des interventions de directeurs de fondations, de musées, de chefs, donc de chefs cuisiniers, d'auteurs aussi, puisqu'on a la chance dans chaque numéro d'avoir, on a confié à un auteur un mot qui est en lien avec les métiers qui nous intéressent. Alors c'est ouvrage, c'est atelier, c'est établi, sur lequel donc il développe une sorte de petite nouvelle. Donc c'est vrai que le propos, c'est de dire combien ces métiers sont très modernes. Alors évidemment, il y a toute la dimension patrimoniale qui existe et qui est bien évidemment transmise de siècle en siècle, mais ces métiers n'ont pu justement traverser les siècles que qu'en s'adaptant systématiquement et en ayant cette approche très moderne, très contemporaine. Voilà. Je le reprends, ce sera beaucoup plus facile que m'approcher du micro. Merci beaucoup, Yamina. En fait, il y avait, quand on a repensé les rencontres, et le support, le média qui nous est apparu évident, c'était justement la revue Geste pour cette idée de transversalité et d'approche créative très différente. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je laisse à disposition ces deux exemplaires. Oui, pour consultation. Il y a, pour ceux qui seraient intéressés, des tas voilà, d'abonnements. j'allais le dire, des fiches d'abonnement pour ceux qui voudraient évidemment s'abonner à la revue Geste. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous commençons cette nouvelle thématique et avant de laisser la parole à Caterina et à Marc, ça fait bizarre de s'appeler Marc tous les deux, tout d'un coup j'ai un trouble. Donc, avant de céder la parole, pourquoi avoir proposé cette thématique ? En fait, ça part d'un constat que j'ai fait, pour certains le savent, j'ai été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, et en fait, on connaît mal l'État investi depuis 4 siècles dans la jeune création, dans la création, et en fait, on ne sait pas ce qui s'y passe. On n'a pas beaucoup de retours de ces artistes, de ces créateurs, maintenant de ces designers et métiers d'art, et comme il y a une montée en puissance des métiers d'art et des designs envoyés à l'étranger depuis quelques années, il me semblait intéressant que le Mobilier National soit un peu le réceptacle de ces expériences, de ces moments de vie. Alors, ça ne sera pas le cas ce soir, mais je sais très bien que partir 6 mois ou 3 mois ou 1 mois à l'étranger, ça ne peut rien donner. J'ai vu ça. Des gens qui se confrontent à l'étranger, ça ne donne rien. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Pourquoi ça ne donne rien ? Pourquoi il y a une absence de déclic, une absence... Donc c'est tous ces éléments-là. En tout cas, moi, j'espère que quelqu'un viendra me dire moi, je suis allé 6 mois à l'autre bout du monde, j'y ai rien trouvé. Ça m'intéressera. Parce que justement, c'est un moment vécu. Alors ce soir, je sais très bien que ce ne sera pas du tout le cas. Deux créateurs, couple professionnel et couple à la vie, on peut le dire. Donc Caterina, qui est d'origine italienne et qui est diplômée de l'école d'architecture de Florence et de l'école nationale des ponts et chaussées et qui a travaillé pendant de nombreuses années à la SCET, à la Caisse des dépôts, voilà, liée à la Caisse des dépôts, mais surtout elle enseignait l'analyse urbaine et plus récemment elle a une formation en écologie urbaine au Muséum d'histoire naturelle. Donc on voit bien déjà se profiler un intérêt pas uniquement pour l'objet, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour, pour tout ce qu'il y a, l'usage que peut avoir dans la ville un mobilier urbain. Et Marc, qui est
déjà venu, que j'ai déjà invité aux rencontres, a été formé à l'école des Beaux-Arts et d'architecture de Marseille, et qui a travaillé longtemps avec Villemotte, qu'il retrouve sur son séant, puisque c'est des chaises Villemotte, des collections du Mobilier National. Et donc il a fondé Aurel Design Urbain en 1995. Il a enseigné aussi à l'école des Beaux-Arts de Marseille et à l'école d'art de la Réunion de 2001 à 2011. Il a été lauréat Bettencourt, la Fondation Bettencourt, et il préside l'association des lauréats de prix Liliane Bettencourt, Intelligence de la main. Alors ce soir, tous les deux vont nous présenter une résidence, hélas courte, d'1 mois, mais très féconde, à la Villa Médicis. Alors, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi commencer par la Villa Médicis? Là, j'ai été piqué au vif. Ne quand même pas oublier que la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, pas la Villa Médicis, mais l'Académie de France à Rome, est la première institution mondiale qui a été fondée par un État pour accueillir des artistes. Il ne faudrait quand même pas l'oublier que c'est la France, sous Louis XIV, qui fonde l'Académie de France à Rome. Alors, à l'époque, elle n'est pas à la Villa Médicis, elle est ailleurs. Donc voilà, c'était pour ça qu'il fallait, non seulement par tropisme personnel, mais aussi quand même avec une salutation historique à la mère, si je puis dire, des résidences d'artistes à l'étranger. Donc sur ce, je vous laisse présenter vos recherches et vos dessins. Très bien, merci Marc pour cette introduction, et nous sommes ravis d'être présents ce soir pour vous raconter, c'est peut-être mieux avec ça, peut-être oui, pour vous raconter un peu cette aventure incroyable. Alors c'est pas 1 mois, c'est un petit peu plus, c'est 6 semaines, parce que 6 semaines, 1 semaine de plus ou 2, c'est quand même pas mal à la Villa Médicis. On a eu la chance de passer un séjour incroyable, un séjour riche, mais Katharina développera ça après, puisqu'on a une présentation en plusieurs parties. La première partie, pour vous expliquer en 5 images uniquement qui nous sommes, parce que certainement la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas. Katharina passera après sur la méthodologie de travail que nous avons eue à la Villa Médicis. Alors c'est pas rébarbatif, ne vous inquiétez pas en termes de méthodologie, c'est pas technique ou quoi que ce soit. Il y aura des belles images qui vont vous raconter des histoires. Et puis après on ira jusqu'à les croquis, nos dessins, comment on est arrivé à imaginer, puisque la thématique c'est concevoir du mobilier ou imaginer du mobilier qui puisse être intérieur et extérieur pour la Villa Médicis. Donc la première partie, on parlait de décor tout à l'heure, et depuis maintenant plus de 30 ans avec Katharina, nous travaillons sur la ville et sur le décor urbain, qui pour nous a toujours été essentiel, de travailler sur du beau, d'essayer de mettre du beau, de travailler sur la sophistication avec les artisans d'art, avec les savoir-faire industriels dans l'espace public. Donc là, vous avez 2 exemples importants pour nous, puisque nous sommes dans la ville de Paris, et on participe pleinement depuis de nombreuses années à cette question de la beauté des espaces publics et la beauté du mobilier qui constitue Paris, comme les abribus que vous voyez sur la droite, avec lesquels nous avons développé avec Deco. Il y a Sylvain qui est ici présent, qui est le directeur du design, responsable du design chez Deco. Et je remercie d'être venu ce soir, avec qui on a développé l'ensemble des abris, plus d'1 millier d'abris pour la ville de Paris, donc signalétique, etc. Tout un travail d'une grande sophistication sur la matérialité. Et c'était vraiment un premier pas extrêmement important, parce que c'est le dialogue entre cet objet et son environnement. Pour nous, ce qui est extrêmement important dans une ville comme Paris, comme toutes les villes où il y a une architecture extrêmement constituée, un environnement urbain très, très fort, c'est d'instaurer un dialogue entre l'objet qu'on a à créer et la ville, entre l'objet et son environnement. Et là, c'est un travail entre mémoire et modernité que nous avons souhaité vraiment travailler avec ces abris souples qui intègrent toutes les contraintes demandées par un abri. Et à côté, vous voyez les entrées de métro, les nouvelles entrées de métro de la ville de Paris, qui, elles, s'inscrivent également dans cette continuité entre mémoire et modernité, avec l'histoire de Guimard, début du XXe siècle. On a tiré ce fil pour imaginer des formes plus contemporaines, plus tendues,
mais qui rappellent Guimard et qui font le lien aussi entre l'abribus, en termes de signalétique et les entrées de métro pour qu'il y ait une réelle cohérence visuelle d'ensemble. Et sur les entrées de métro, on a travaillé une grande sophistication avec une entreprise qui s'appelle GHM, de l'ensemble des pièces, puisqu'on travaille sur un laiton, aucune pièce n'est peinte, les pièces se patinent par elles-mêmes au toucher, au passage des gens, où elles s'altèrent, mais positivement avec le temps, etc. Pardon ? L'oxydation ou autre, voilà. On a redessiné les carreaux RATP pour l'entrée de ces entrées-là. Et aujourd'hui, il y en a une vingtaine à peu près. Elles vont continuer à se développer. Bien sûr, on ne changera pas les entrées Guimard, mais il y en a très peu. Il y a moins de 10% des entrées Guimard sur l'ensemble du territoire parisien. Les autres ne sont pas classées. Elles sont venues après compléter le dispositif, mais elles n'ont rien d'historique, en fait. Donc là, la prochaine qui est en cours de réalisation, c'est toute l'extension de la ligne 11 avec la station Serge Gainsbourg qui va se développer. Une autre approche, on est à plusieurs échelles. Là, on est sur des petits objets. Alors, je passe un peu de temps là-dessus. On a beaucoup discuté avec Catherine, savoir si on passait du temps, mais c'est important pour que vous compreniez après notre logique, en fait, aussi. Le grand banc que vous voyez ici, la grande assise, on a travaillé avec un artisan vannier pour Musée d'histoire de Marseille sur un objet atypique où on a changé d'échelle, puisque le vannier travaillait sur des petits objets, des sacs, des petits volumes. On a souhaité avec lui travailler sur une énorme banquette qui fait 6 mètres de long et qui vient dialoguer comme ça avec les morceaux de vestiges qui sont dans ce musée d'histoire naturelle. Voilà, l'histoire de la ville de... Et juste à côté, un projet plus récent, c'est un travail sur le réemploi avec Emmaüs, où on montre à travers 2 collections qu'on vient de réaliser avec Emmaüs, étonnerie forésienne, qu'on peut générer des objets de qualité avec du réemploi. Donc Emmaüs a mis au point tout un travail sur la récupération de matériaux issus de la démolition. Et localement, sur Lyon, Paris, Bordeaux ou ailleurs, ils récupèrent des matériaux issus de gymnases démolis, d'écoles ou autre chose. Et à partir de là, nous, on a travaillé sur des gammes de mobilier comme celle-ci. Et ce qui est extrêmement vertueux et intéressant, c'est que non seulement on est sur du réemploi de matériaux, mais on était également sur de la formation, puisque les gens dans les ateliers qui travaillent là-dessus sont des gens qui sont en échec, et qui travaillent, qui sont associés à un formateur pour, là c'était entre autres de la menuiserie et du métal pour développer ces produits. Voilà. Dernier élément de l'introduction, mais qui est loin d'être neutre, c'est un mobilier en céramique. Le premier mobilier, je dirais, au monde. Je me permets de dire ça parce que c'est réel et on ne l'a pas fait sciemment. C'est le hasard nous a montré qu'on est les premiers à avoir développé ce type de mobilier avec un artisan d'art céramiste de Limoges, Gérard Borde. Et c'est un projet qui a été déclencheur, d'abord parce qu'on a eu le prix de la Fondation Bettencourt, le prix Dialogue avec Gérard Borde. Et surtout, ça nous a fait comprendre davantage l'intérêt d'associer encore plus profondément dans notre réflexion les savoir-faire manuels des artisans d'art. Et donc, ce que vous avez vu précédemment a été fait après ce travail-là. Donc l'incidence de ce projet-là, aujourd'hui, transparaît dans tous nos projets. Et aujourd'hui, on va plutôt sur de la petite série que de la grande série, mais on associe, je dirais, à chacun de nos projets des artisans d'art. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir aujourd'hui que l'artisanat d'art, c'est vraiment un espèce de laboratoire que les industriels sont très friands de s'approprier parce que les industriels sont souvent sur une course à la production. Et là, les artisans d'art leur disent attention, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de penser différemment. Et là, on arrive à produire pour la ville des objets extrêmement qualitatifs. Donc, passez cette introduction.
le travail à la Villa Médicis, la réflexion, je dirais, était sur l'interface intérieur-extérieur, sur le rapport intérieur à l'intimité des jardins, puisque on a une villa, pour ceux qui la connaissent, avec une loggia qui est très ouverte sur l'extérieur. On a de très très grands jardins. Et l'ensemble est une énorme scène intérieure-extérieure où se passe plein de choses en permanence, en pleine évolution. Et quand on va à la Villa Médicis, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets, mais plutôt décousus, avec beaucoup d'incohérences. Vous avez du mobilier Ikea qui est au milieu des jardins, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là, etc. Et donc d'où l'intérêt de se dire mais on va réfléchir sur une réelle cohérence d'objets, de mobilier d'assises ou de table qui puissent fonctionner aussi bien à l'extérieur de la villa qu'à l'intérieur de la villa. Donc nos sujets de réflexion, c'est l'architecture. Donc il y a 3 points que Catherine va développer: le fil de l'histoire, l'architecture de la villa et des jardins, la matérialité et couleur des lieux, et les pratiques et usages, les changements de décor, la scénarisation des espaces intérieurs des jardins. Merci. Oui, on va vous faire cheminer, vous aussi. Vous faire cheminer dans cette Villa Médicis, donc dans laquelle nous avons eu la chance de passer un peu plus d'un mois au mois de mai dernier. Et en fait, là, vous avez juste des images de l'atelier qu'on nous avait mis à disposition. Donc concrètement, tu parlais de la productivité dans ces résidences. Nous, je fais part un peu de notre méthode, enfin une confidence sur comment on s'y est pris. Nous, on a vraiment pris le parti de tous les jours, tous les matins, comme quand nous travaillons normalement chez nous à notre atelier, enfin à notre bureau, de nous rendre dans l'atelier qui nous a été mis à disposition très régulièrement, voilà, des artisans et nous avons rempli vraiment tous les jours. On a essayé d'être très réguliers. Alors, vous verrez que pour arriver à cet atelier, on a traversé tous les jours les salles magnifiques de la villa, les jardins aussi de la villa, ce qui était une source forcément d'inspiration. Mais donc, on nous sent vraiment astreints à cet exercice-là de régularité, ce qui a produit donc voilà, une quantité d'images, de dessins, de croquis, de photos, d'images de référence que nous avons produits au cours de ce mois. Que vous voyez affichés, et qui ont après, que nous avons essayé de mettre en forme sous forme de mood board, c'est-à-dire dans un premier temps, on a identifié des thèmes qu'on a identifiés comme des thèmes récurrents pour nous, qui revenaient à chaque fois au cours de notre séjour, de notre parcours dans la villa, aussi des échanges, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, on n'est pas tout seul. Hein. La villa est un lieu très riche, très animé, avec des résidents qui sont là à l'année, des résidences courtes, des résidences de différentes sortes. On parlait tout à l'heure de la revue Geste, donc on a de la culture dans la cuisine, dans plein de domaines. Il y avait beaucoup de gens du spectacle, du théâtre, donc ça a été vraiment le lieu et les résidents qui étaient vraiment une source d'inspiration. Et donc, tout ça pour dire que nous, modestement, on a essayé de tirer le fil de toute cette expérience, qui a donné lieu, dans un premier temps, à ce mood board, et ensuite donc, à des objets qu'on va vous présenter, sur la base donc, de ce premier carnet d'ambiance, dans lequel, effectivement, on s'est rendu compte, mais vous en doutez, que ce qui fait la spécificité de ce lieu, c'est effectivement son histoire, sa patine, ses couleurs, ses matières. Rien n'est neuf, lisse et parfait, dans tous les sens, mais c'est ce qui nous a marqué le plus. Donc,
au fur et à mesure, voilà, on parlait de matière, on a essayé de faire un parallèle entre ce qu'on voyait et on a commencé à se projeter, à dire si on doit traduire ça en objet, on faisait un parallèle avec quel objet, quelle matière contemporaine, nouvelle, on pourrait solliciter pour répondre à cette sollicitation, à cette sensibilité qui nous évoque ce séjour à la villa. Donc chaque fois, on a fait un face-à-face. Il y a la peinture de Balthus. Alors voilà, à gauche, la patine de la façade, ce qu'on appelle tout simplement la patine de la façade, c'est en fait pratiquement tous les murs de la Villa Médicis qui ont été repeints par un des directeurs historiques et majeurs, qui est Balthus, qui a marqué vraiment de sa patte toute la villa. Mais je pense qu'il n'y a pas une pièce dans laquelle il n'est pas intervenu, ou presque. Enfin, je ne pense pas trop me tromper. Donc, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et donc, on se dit, une inspiration venant de ce lieu ne peut pas être lisse, nette, plat. Il y a forcément une patine. Donc, on se dit, en termes de matériaux, par exemple, on a pensé à l'aluminium qui, par son traitement, donne cet effet de matière. En tout cas, quelque chose qui est de l'épaisseur, de la profondeur, de l'irrégularité, mais une histoire aussi. Pareil, le végétal, évidemment, et aussi le végétal est forcément une source d'inspiration parce que c'est la pièce maîtresse, moi je dirais, on y reviendra, de la Villa Médicis, sont ces jardins, et qui ont été source d'inspiration, effectivement, en termes de... Alors, on le voit bien ici, qui ont été depuis toujours une source d'inspiration, on le voit forcément dans le mobilier, les feuilles d'acanthe, donc il y a vraiment l'acanthe qui est présente partout, dans tous les jardins de la villa, et à l'intérieur aussi, à travers le mobilier. Par rapport aux sources d'inspiration, j'ai évoqué effectivement tous ces éléments de décor et ces éléments donc bâtis, mais il y a aussi quelque chose qui nous a beaucoup marqué moi, qui est la façon dont ces espaces sont investis. En fait, on se rend compte que chaque espace de la villa, et je ne sais pas si Marc, tu seras d'accord avec nous, il y a une espèce de théâtralisation de ces espaces. C'est-à-dire qu'il y a un changement de décor dans la même journée, sur le même espace, qui est assez incroyable. Donc on a par exemple la fameuse loggia, on verra les photos après de la loggia, mais qui peut devenir une salle d'expo, qui peut devenir une immense table et salle de réception, qui peut être un lieu, un espace de conférence, on l'a vu à l'Esti. Donc il y a vraiment une capacité et une nécessité d'investir les différents espaces, donc de la villa et des jardins, en permanence et très rapidement. À droite, donc l'image que vous avez ici à droite, on voit donc des jeunes dans le jardin. Donc juste, je vous raconte ça rapidement, ça sort de notre résidence à nous, mais nous avons appris et rencontré beaucoup de jeunes. D'ailleurs, là, c'était des jeunes de la région, de notre région PACA, qui étaient en résidence, parce que donc l'actuel directeur de la Villa Médicis, Sam Storzé, œuvre aussi à l'ouverture de cette villa pour les plus jeunes, et notamment pour des lycées professionnels, qui travaille justement sur un lien avec des métiers manuels. Là, c'était le bois. Alors, on n'est peut-être pas encore au métier d'art, mais en tout cas, ça permet de faire un lien. Et donc, bon, tout ça pour dire que parfois, certaines journées, vous aviez des carrés, ce qu'on appelle les carrés, c'est les espaces de jardin, investis par des centaines de jeunes, tout d'un coup, qui étaient là pour travailler, montrer leur travail, échanger. Donc tout ça pour dire qu'en termes d'usage, c'était aussi très intéressant de voir fonctionner ces lieux qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, même s'il est forcément baigné d'histoire et il est un témoignage de l'histoire de la Renaissance italienne et de France,
est quand même un lieu très très vivant et très changeant. Et alors, ce qui a marqué aussi forcément notre réflexion et notre travail, la forme aussi. Donc, j'ai parlé d'histoire, j'ai parlé d'usage, mais la forme aussi. Forcément, au moment quand on se confronte avec la création d'objets, il y a la forme. Et quand on est à Rome, cet arc en plein centre, voilà, est vraiment, pour nous, bon, ça peut paraître une grande banalité parce qu'on le voit partout, hein, des aqueducs jusqu'au Colisée, jusqu'aux villas de la Renaissance, et à l'architecture des années 30, qu'on voit par exemple juste dans cette image-là, donc dans l'architecture plus contemporaine, mais c'est une forme qu'on retrouve partout et que pour nous, vous allez voir après, vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus, mais c'est une forme qui nous a vraiment marqué, qu'on a trouvé particulièrement intéressante à développer. Une forme iconique, exactement. À côté, voilà, finalement, on sort, vous voyez, un peu d'une dimension de détail pour venir un peu donner l'image d'ensemble de la villa. C'est une image très connue. Je pense que vous connaissez tous donc cette façade Renaissance de la Villa Médicis avec son extension, donc la galerie Cardinal. Et son prolongement dans le jardin. Alors cette image qui est très connue et qui est une évidence pour tous les résidents de la villa parce que notre atelier donné sur ce parterre, donc cette première portion des jardins, est une image pour nous très importante parce qu'elle résume bien aussi ce que Marc évoquait tout à l'heure, notre intérêt pour imaginer un mobilier qui soit un mobilier intérieur-extérieur, c'est-à-dire un mobilier qui puisse s'adapter au décor de l'intérieur de la villa et qui puisse sortir à l'extérieur. Et quand on voit cette façade, on se rend compte qu'en fait, il y a un déploiement des mêmes formes. Et je reviens juste sur la oui, parce que voilà, on voit bien que le décor et la façade que vous voyez à l'intérieur se développent à l'extérieur dans le même forme géométrique, avec le même décorum de statues dans les niches. Donc il y a vraiment une continuité de l'architecture qui paraît évidente, qu'on a souhaité justement développer à travers notre réflexion. Alors, je dézoome encore un peu. C'est un peu notre méthode de travail là aussi. On part très souvent du tout petit, du détail, pour arriver à la grande échelle, et vice-versa. Donc, ces allers-retours en permanence, parce que là, vous avez une vision d'ensemble de la villa, de son parterre et de ce qu'on appelle i quadrati en français, c'est-à-dire les jardins en forme carrée, le jardin à l'italienne, qui sont donc investis, comme je le disais tout à l'heure, comme des pièces d'intérieur, comme presque des pièces, des scènes, voilà, comme des salons. Et ici, c'est l'exemple de comment, pendant 6 mois par an, ces jardins sont investis à la villa à travers un festival qui s'appelle le Festival des Cabanes, qui est en fait un festival qui est organisé par la villa pour inviter là aussi des créateurs, des designers, des architectes à imaginer la cabane du futur, c'est-à-dire comment, avec une installation éphémère, on peut réfléchir à l'habitat de demain. Et donc, là, on a des installations très délirantes, mais très intéressantes aussi à visiter, et qui occupent 6 mois par an le jardin. Et donc, Marc va vous expliquer comment on se retrouvait un peu, pas par hasard, mais on était sur place, donc on nous a demandé d'apporter notre contribution à ce festival dans un premier temps. Alors, Katharina vient d'évoquer le Festival des Cabanes et l'occupation des jardins. Et je dirais que le premier projet, mais un peu par hasard, la direction de la Villa Médicis nous a demandé de réfléchir sur comment gérer les circulations dans ces jardins. Parce qu'une partie des jardins allait être dédiée pendant 6 mois à l'exposition des cabanes,
et l'autre partie des jardins à la visite de la villa. Donc il ne fallait pas que les deux flux puissent se mélanger. Donc notre première approche, ça a été de travailler sur ces, je dirais vulgairement des barrières, mais on a été au-delà de ça et on a travaillé sur des objets qui séparent l'espace. Et c'est là où on a commencé à travailler sur cette forme générique qu'évoquait Caterina, cette forme iconique de tutto sesto, l'arc en plein cintre en italien. Et cet arc en plein cintre qu'on a travaillé pour que ça puisse devenir une barrière. Et que ça puisse s'inscrire dans le paysage sans venir bousculer le paysage, sans venir déranger l'ordre établi de ce jardin, mais tout en créant un dialogue et aussi en permettant, là on le voit en pleine installation, en permettant de venir s'asseoir dans la barrière pour contempler ou admirer le paysage, quoi. Donc là vous voyez où je suis assis, dans cette barrière, en gros, et je prends la place de la statue qui est derrière. En gros, je fais référence à la statue. C'est une barrière accueillante, c'est l'idée. Une barrière qui explique que... Pardon, juste 2 secondes. On voulait créer une barrière qui explique que l'espace est forcément délimité parce que ce festival n'investit pas la totalité du jardin, mais on voulait que ça ne soit pas ressenti comme une barrière, qu'on puisse continuer à voir la perspective des jardins, et donc on a fait une barrière accueillante, c'est-à-dire on peut s'asseoir, on peut avoir des moments de repos, et voilà, de halte. Et donc, en introduction, quand je parlais du rapport entre mémoire et modernité, et de la relation de nos créations par rapport à leur environnement, là on est dans une illustration que je trouve extrêmement intéressante. On tire le fil de l'histoire et on crée un dialogue avec l'environnement. Voilà, c'est de se dire comment on peut être contemporain tout en en venant comme ça sur la pointe des pieds de manière extrêmement respectueuse, dialoguer avec un environnement Renaissance. Donc là, après, comme disait Caterina tout à l'heure, on avait un atelier dans lequel on travaillait quotidiennement, de toute cette réflexion qui a duré 6 semaines, qui était extrêmement passionnante et intéressante, on a sorti 3 collections de meubles, 3 collections d'objets différentes, cardinal, nomade et jardin, qui ont été inspirés de leur environnement et de notre compréhension de cet environnement. Donc la première, la collection cardinal, vous voyez tout de suite la référence à l'arc en plein cintre, à tutto sesto, et l'idée était de pouvoir, comme un logo, comme un élément extrêmement iconique, venir le décliner, décliner une assise et décliner après, pourquoi pas, vous voyez là les croquis, dessiner veut dire décliner des assises, des bancs, des tables ou autre chose. Donc tout ce que vous allez voir ce soir, rien n'a été réalisé. Ce sont uniquement nos croquis, nos dessins qui sont issus de notre réflexion sur place. Donc ça n'ira pas beaucoup plus loin que ce que vous voyez là. Ne soyez pas déçus, vous n'allez pas voir des objets finalisés, quoi, en tout cas. Donc c'est juste le fruit de notre réflexion qui est mis sur le papier au fur et à mesure au mur de notre atelier. Et puis voilà, on commence à réfléchir, on se dit, mais là vous le voyez dans ce croquis en jaune, là, je ne sais pas si c'est gauche ou droite pour vous, c'est là-bas, de se dire, mais il faut qu'on soit le plus évanescent possible, le plus fin possible, qu'on existe mais sans exister. Donc c'est quoi l'épaisseur de matériaux qu'on va avoir, c'est quoi la texture sur laquelle on va travailler. Donc vous voyez, on est toujours dans cet aller-retour, et puis il faut bien entendu que le mobilier résiste aux actions, résiste à l'assise, résiste aux intempéries. Et puis, à un moment donné, on arrive même à se dire pourquoi pas est-ce qu'on travaille sur un objet, comme vous avez l'image au milieu, qui reprend cette forme iconique, mais qui soit le plus transparent possible, qui disparaisse complètement, comme les chaises de Bertoia, par exemple, des années 60, 70, qui était une source d'inspiration aussi, où on s'est dit, les objets, on ne doit pas les voir. Ce qu'on va dessiner doit disparaître dans cet environnement. C'était aussi une approche.
Et puis, dans le jardin, alors je ne sais plus quel directeur, je crois que c'est qui a planté, Marc pourra nous dire, les pins, les grands pins. Ingres, voilà, c'est Ingres. Donc, au milieu de ces quadrates, de ces jardins, vous avez des très grands pins qui sont magnifiques et ils structurent vraiment le paysage. Ils sont très, très présents. Et l'idée était de dire, mais pourquoi pas, est-ce qu'on viendrait jouer comme ça avec, comme vous le voyez ici sur cette image, ici ou celle-ci, un travail de micro-architecture qui viendrait autour de l'arbre, qui viendrait jouer avec les arbres et qui viendrait comme des ponctuations dans le jardin. Et puis une déclinaison de ces objets avec des banquettes qui puissent être des banquettes de conversation double, etc. Toujours avec ce motif, cet élément. L'idée était vraiment de développer des objets qui ressemblent à des petites architectures. Voilà, c'était l'idée. Après, la matérialité de ces objets, on s'est dit, oui, mais c'est bien beau, la forme, et comment on va les faire? Donc tout à l'heure, je vous ai montré quelque chose de très transparent. Là, on se dit, mais si c'est pas transparent, est-ce que c'est en bois? Est-ce que le bois marche bien dans l'environnement? Donc c'est toutes les questions qu'on se pose quand on crée des objets comme ça. Et vous voyez ici des feuillages, parce que dans le jardin, le sol est jonché de feuilles. Et quand on marche au quotidien, on marchait sur ces feuilles. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est peut-être cette matérialité du lieu qui va être la matérialité de nos objets. Et donc on a commencé à scotcher le sol et à récupérer de cette matière. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, comme vous voyez en haut, en faire du métal qui serait découpé, inspiré de ces formes végétales. C'est ce qu'on a imaginé sur des petites maquettes, là aussi bricolées sur place, pour réfléchir à la matérialité de ces assises. Et puis on commence à digresser, à se dire intérieur-extérieur, comment est-ce qu'on peut travailler? Et puis Catherine l'a évoqué, la transformation des espaces nous fait dire mais peut-être qu'il faut que les objets qu'on imagine soient aussi des objets qui puissent se plier, qui puissent se ranger, parce que la Villa Médicis est énorme, c'est très grand, mais il n'y a aucun espace de stockage globalement, parce que chaque espace est un espace de représentation. Donc l'idée peut-être, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne va pas faire des objets qui se plient? Parce que quand vous êtes à la Villa Médicis, c'est comme nous, on avait la chance de pouvoir circuler partout, on ouvre une salle qui est magnifique, et puis d'un coup, il y a des dizaines de chaises empilées, parce que l'expo de la veille est finie, la conférence qu'il y a eu l'avant-veille est terminée, et donc les chaises sont empilées dans des pièces. Donc l'idée, c'est peut-être de se dire aussi, sur une question fonctionnelle, de réfléchir à des objets qui puissent se plier. Voilà. Donc on retrouve l'arc en plein cintre là aussi, qui est simplifié, qui est une variation de ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est la collection nomade, et on la décline en deux, qui puisse être soit houssée pour l'intérieur, avec une assise en cuir houssée, soit en extérieur. Et puis après, on se dit, mais est-ce que les pieds sont devant, derrière? Donc tout ça, c'est des questions de stabilité. On n'a pas tranché là-dessus, bien entendu. Mais on revient à la barrière au départ qu'on a imaginée. On revient à cet arc en plein cintre qui nous tourne dans la tête en permanence. Et on se dit, mais oui, effectivement, pourquoi on le met de côté? Parce qu'au début, on le met de côté. On a fait ces barrières assises. Mais peut-être qu'il faut qu'on imagine autre chose. Mais toujours, ça nous ramène à cette forme. Et à un moment donné, on l'assume. On dit, on va jusqu'au bout, et on la décline, comme vous voyez ici. Donc toujours pareil, houssé sur le côté, ici, et extérieur, intérieur. Donc vous avez le même objet qui vient s'habiller en intérieur pour être davantage confortable. Et puis après, voilà, on décline l'objet en maquette, avec des tables, des petites assises, des grandes assises doubles, etc. Avec cette idée de réfléchir sur une gamme qui fasse sens et qui fasse cohérence au sein de la villa, mais sans avoir tranché, bien entendu. C'est ce qui est le cas, hein, on n'a toujours pas tranché sur quel matériau exactement, etc. Mais comme le disait Catherine tout à l'heure, ce qu'on souhaite, c'est des objets avec un aspect, patiné, un aspect vivant quelque part, je dirais.
Une autre collection, c'est la collection Jardin. C'est parce qu'au sein de la villa, là où nous logions, il y a un secteur qui s'appelle, où il y a des pavillons, les pavillons Carlu, qui sont pour les résidents. Nous, on était juste à côté. Et pour les pensionnaires, il y a les pavillons Carlu, qui datent de quelle année, Marc Carlu? C'est année 1910, c'est ça, ouais, c'est ça. Des très belles architectures donc contemporaines. Et on s'est inspiré de ces formes rectilignes et aussi d'un mobilier que vous allez voir après, qui est 1950, que vous voyez ici, qui a été réalisé par Richard Peduzzi. La chaise qui est ici, ça c'est le pavillon Carlu. Chaise réalisée par Peduzzi, Richard Peduzzi, qui est designer scénographe. Et donc ces chaises sont étonnantes parce qu'elles ont été pensées pour la scénographie, pour être sur une scène, donc elles sont travaillées en perspective, etc. Mais malheureusement, le fait qu'elles soient en métal, on ne peut pas s'asseoir dessus l'hiver ou l'été, il fait trop chaud ou trop froid, enfin bref. Mais on s'est dit, pourquoi pas travailler sur cette forme-là et la décliner, cette fois-ci, avec un autre matériau, avec l'osier, comme on avait fait précédemment avec le Vanier avec lequel on a travaillé pour les musées de Marseille, décliner cette chaise avec un autre matériau. Donc voilà la synthèse des collections présentées, collection cardinale, collection nomade et la collection jardin sur laquelle on a travaillé. Et la suite? Alors déjà, dans notre audio, on a présenté comme si on était tout seul dans la réflexion, ce n'est pas vrai. D'abord, Marc, permets-moi de dire, on a vraiment échangé énormément pendant notre résidence et après avec Marc, qui connaît très bien la villa, parce que toi, tu as passé un an en plus, tu connais les lieux et tu nous as beaucoup aidés pour faire des choix, parce que alors, on raconte, je vous dis tout, on raconte les choses sympathiques. Tout est vraiment un privilège de passer du temps là-bas. Mais je pense que dans ces résidences, surtout pour les jeunes, ce qui n'est pas notre cas, et pour les personnes qui y vont tout seuls, je pense que ça doit être un peu intimidant et un peu difficile. Et je pense que c'est une chance, ça l'a été pour nous. Et je pense que pour les personnes un peu moins expérimentées, ça doit l'être vraiment, d'avoir des correspondants, d'avoir des relais, d'avoir une collaboration qui se fasse au sein de la villa et à l'extérieur. Et pour nous, Marc, tu as été et tu es toujours extrêmement important, parce que des fois, c'est bien d'avoir un regard un peu qui s'extrait, qui se lève un peu. Et je dirais même critique aussi. Et critique, voilà, absolument. Ce qui est vraiment important. Donc voilà, tout ce que vous avez vu, on l'a un peu dessiné, mais enfin on l'a beaucoup discuté avec Marc, entre autres, mais beaucoup avec Marc. Et donc voilà, la suite, pour nous c'est important, puisque nous ne sommes pas des artistes purs, mais nous ne sommes pas des artistes, je suis architecte, Marc est designer, donc nous sommes dans le faire. Donc à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de nos réflexions. Et donc là, en ce moment, nous sommes en train d'évaluer, parmi ce qu'on a dessiné, ce qui peut être développé et sous quelle forme. Donc depuis qu'on a fini notre résidence au mois de juin, nous sommes activés dans plusieurs directions. Alors, par exemple, sur un aspect totalement, j'allais dire mercantile, mais aussi, on a rencontré à la villa quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait certaines choses qui pouvaient intéresser des fabricants, donc on est rentré en contact tout de suite avec des fabricants. On a eu des échos, un accueil favorable, mais en même temps aussi, il y a un aspect qu'on va développer qui est le prototypage d'au moins 2 objets, parce que là, évidemment, vous voyez des esquisses et des dessins, ce n'est que le début de l'histoire, vous vous en doutez bien. Donc maintenant, il faut commencer par prototyper, parce qu'il y a quand même des aspects un peu à résoudre, un peu techniques, les pliages, les matières, les dimensions, la tenue, l'intérieur-extérieur. Donc
l'ergonomie, évidemment. Donc tout ça reste à développer, et donc dans le cadre et dans la continuité de la résidence, nous avons aussi, ce qui est prévu dans le cadre de cette résidence, un budget prototypage que nous allons nous atteler à développer. Et a priori, donc, après avoir discuté avec beaucoup d'interlocuteurs à la villa et à l'extérieur, ce qui est à peu près ressenti comme les deux pistes qui seraient les plus intéressantes à développer, ça serait ce qu'on a appelé le mobilier tout au ceste développé, enfin augmenté, c'est-à-dire agrandi et une assise abritée parce que avec en fait une toiture en osier, on va dire, une coque en osier qui viendrait donc augmenter l'assise toute simple que nous avons imaginée au départ. Et ensuite, l'idée, ça serait de développer cette gamme dite nomade, parce qu'il y a quand même une technicité, justement, des solutions importantes à trouver en termes de pliage, etc., qu'on a vraiment envie de développer. Et voilà, nous nous attelons à cette tâche maintenant. Oui, l'idée sur l'image que vous voyez ici, par exemple, c'est le pliage est un élément extrêmement important. Et tout le travail maintenant va être de sophistiquer. C'est-à-dire qu'il faut que ces objets soient pliables, mais que ça ne se voit pas, que le fait de les plier ce soit très simple, etc., et qu'on ne soit pas sur des chaises de camping. Donc ça a l'air très simple, mais ça va être un exercice extrêmement difficile. Comment faire de très beaux objets, très sophistiqués, de grande qualité, tout en maîtrisant le coût, en maîtrisant tous les éléments techniques qu'on sait, toutes les contraintes techniques qu'on s'est données. Voilà, donc ça, ce sont les deux gammes qu'on va développer. Nomade, intérieur-extérieur, et tout au ceste que vient d'évoquer Katharina. Donc voilà, nous avons terminé. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, sur chaque image que je voyais, j'aurais des anecdotes ou des histoires à raconter sur 6 ans et demi passés à la Villa Médicis. Mais en tout cas, ce qui transparaît de votre travail, c'est certainement la chose la plus difficile quand on arrive dans un lieu comme la Villa Médicis, ou éventuellement aussi comme le Mobilier National. C'est ne pas être écrasé par le temps et le poids de l'histoire. Je suis arrivé à l'âge de 35 ans à la Villa Médicis. Je peux vous assurer que pendant 10 jours, on a un peu le souffle coupé. Surtout quand on est historien de l'art, on est sur les traces de Horace Vernet, de tous les grands noms de l'histoire de l'art. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce que je viens faire là? C'est quand même un poids. Alors certains tombent dans la divine bouteille, et puis d'autres s'y mettent. Et moi j'ai été pendant quelques semaines, j'ai dévalisé la bibliothèque et j'ai commencé à lire tout et n'importe quoi pour essayer de trouver un sens. Et le sens, vous l'avez trouvé tous les deux, et c'est pas apparu dans nos conversations avant. Vous avez esthétisé la trace. C'est-à-dire que tout ce qui est à la Villa Médicis, ce n'est que la trace de quelque chose, que la trace d'une période. Rien ne correspond à une époque totale. Les endus Balthus, c'est du néo-Trecento appliqué. Il ne pourrait plus faire ça d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, Balthus serait condamné par le ministère et par le patrimoine. Il ne pourrait pas faire. Mais tout est histoire, tout est trace, tout est temporalité. Rien n'est passé, rien n'est présent. C'est tout à la fois. Et c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs au Mobilier National. Et en fait, vos mobiliers, dans la manière dont vous l'avez analysé le lieu, c'est vous êtes inscrit dans des traces, à la fois extrêmement présentes, mais, comme vous disiez tout à l'heure, assez absentes. C'est-à-dire la légèreté, j'allais dire la grâce, fait partie de cet effort, fait partie de cette interrogation sur le lieu. Et vous avez, en quelques semaines, parce que c'est très très rapide, compris le lieu et
fait quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas, même quand on y reste 1 an ou 2. Donc voilà, je m'arrêtais là parce que je pourrais être intarissable sur le lieu, et je vous invite à poser des questions. En tout cas, merci parce que vous avez bien montré le processus. Qu'est-ce qu'un processus de création, qu'est-ce qu'un processus d'interrogation. Vous n'avez pas trop parlé de doute, mais il y en a eu beaucoup, parce que voilà, c'est pas évident de poser la question, et on reviendra peut-être dans les échanges. Pourquoi penser le mobilier indoor et outdoor, pour parler en bon français aussi. Je vous laisse les questions s'il y en a. Il faut lever la main. Non, ils font les timides. Ah. Attends, on apporte un micro. Moi, j'ai eu l'occasion de passer 2-3 jours à la Villa Médicis et j'ai été très angoissée par les lieux que je trouvais écrasants, quelque part d'historicité, etc. Et je voulais savoir si ça n'a pas été quelque chose, parce que finalement, vous vous êtes nourri de ce passé, mais moi, je le trouvais très inhibant. Donc, est-ce que ça a été un sujet pour vous ou absolument pas? Ben, en fait, oui, forcément. Le lieu est d'une beauté écrasante. Moi, je pense que c'est la beauté, tout simplement. Alors, mais, j'allais dire, ce qui nous ramène à la réalité, c'est le mobilier, je trouve. Je pense que tu ne me contrediras pas. En fait, ce qui est très dissonant dans cette magnifique villa, c'est quelque part la pauvreté du décor intérieur, pas le décor bâti, mais le décor de meubles. Il y a peu d'objets. Il y a un mouvement qui est en place, hein, parce qu'il y a les premières salles qui viennent d'être renouvelées, redécorées, réaménagées. Donc là, il y a vraiment un mouvement important qui est en train de se mettre en place. Mais la grande partie de la villa est vide. Et les pièces qui sont dédiées aux résidents sont vraiment meublées par du mauvais Ikea. Ou de l'Ikea tout court, mais même un peu ancien. Donc, et ça donne un peu de courage. On se dit, bon, allez, on peut essayer de faire un peu mieux quand même. Et on se rend compte qu'il y a un besoin de ce côté-là. Ben, en fait, pour préciser, le décoratif a été le parent pauvre de la Villa Médicis. A été parce qu'avec la nouvelle direction, avec Sam Sourdze, il s'est interrogé, il s'est intéressé au décoratif, et du coup, les grands salons sont réaménagés par Fendi, les pièces historiques par India Madavi, il y a des concours en cours pour les chambres de la passerelle. Donc là, maintenant, on peut dire qu'il y a un cycle qui a été interrompu. Mais depuis le XVIIIe siècle, en fait, depuis que l'Académie de France à Rome était au Palazzo Mancini, Via del Corso, jusqu'en 1804, au XVIIIe siècle, on s'intéressait aux décoratifs, mais entre 1804 et 2020, à part Peduzzi, et un peu Balthus, mais Balthus d'une autre manière, on s'y intéressait absolument pas. Donc on était dans un endroit fabuleux, mais alors soit avec des restes historiques, des vieilles commodes achetées on ne sait pas quand, parfois achetées par Balthus, et du très très mauvais Ikea, le pire, c'est-à-dire le moins cher, dans les marchés publics. On prend le mot bon. Et là, en fait, cette interrogation, elle n'est pas que sur du mobilier, elle est aussi sur une interrogation sur l'usage des espaces. En fait, quand on y était, parce que non, c'est plus le cas, ben en fait, on ne se pose pas la question des usages. On est là, généralement très peu de temps, et donc du coup, on ne se posait pas, on était là, et puis point barre, et puis hop, ça va très vite, hein, 6 semaines, même 6 ans et demi, pour moi, c'est passé très vite, et c'était des éléments qui n'avaient pas de réflexion, et en tout cas, là, depuis 2 ans, et c'est pour ça que c'était important que Caterina et Marc y aillent, parce que ce soit une vraie interrogation sur les espaces, les usages et les modalités du fonctionnement. Oui, parce que en parlant des usages, quand on a questionné en disant mais est-ce qu'on s'assoit dans les jardins, comment on s'assoit, comment ça fonctionne, on nous a dit mais on ne s'assoit pas dans les jardins. Voilà, par terre, chacun occupe l'espace comme il veut. Voilà, donc on avait aussi un
inventer cette histoire et à la rattacher à tout ce patrimoine. C'est ce qui était intéressant. Mais en déchiffrant cette histoire, parce qu'en fait, pour nous, ça a été comme une espèce d'une énigme, je dirais, de comprendre cette architecture, de comprendre cette stratification, la récupération d'autres architectures, de la rapace, des éléments d'architecture qui viennent d'ailleurs, qui sont intégrés à la façade. D'ailleurs, dans les extensions de la villa, comment s'appelle l'aile latérale, l'aile cardinale, la collection Médicis de statues est intégrée dans les murs, quoi. Donc tout ça était des indices à partir desquels on a travaillé, quoi, des éléments extrêmement importants. Voilà. D'autres questions? Micro. Monsieur. Bon, merci. Alors j'ai une question de néophyte, pour laquelle j'espère que vous me pardonnerez. Au niveau technique, comment est-ce que vous envisagez la réalisation de vos meubles? Comment est-ce que vous dialoguez entre la partie artistique, la partie design et la partie un peu plus technique? Quelque chose m'a interpellé sur l'une de vos créations, c'est cette vis qui va devoir à la fois faire lever un plateau, le faire pivoter et le rabattre. Donc comment est-ce que vous réfléchissez à ça? Moi je viens du domaine de l'industrie, où on a des logiciels comme Katia qui font ça très bien. Comment ça se passe dans le monde du design? Merci. Déjà, il faut venir à un stage pendant une semaine à l'atelier recherche et création. C'est bien noté. C'est tout le corps de métier, mais c'est toute la difficulté, de passer d'un schéma à la réalisation. Alors, nous, on a l'habitude, on travaille avec Katia, on travaille avec tout ce genre de logiciel, mais on s'affranchit de tout ça. Quand on travaille sur un projet, que ce soit celui-ci, les entrées de métro, les abribus ou quoi que ce soit, il y a toute une première phase, celle qu'on vient de vous présenter, où les dessins sont réalistes, mais on s'affranchit de toute technicité volontairement pour pas que la technicité vienne brouiller notre réflexion. Voilà, en gros, c'est notre manière de travailler, quoi, en fait. Hein. Mais après, on sait comment les couches vont venir se rajouter au fur et à mesure. Et ce que vous avez vu là, déjà, sans l'intégrer, on sait à peu près vers où on va aller, quoi. Voilà. Mais juste rapidement, je vous rejoins, c'est une pièce très compliquée, c'est pour ça qu'on aimerait bien y travailler. Et quand Marc dit qu'on s'affranchit, quelque part, si on commence au départ des premiers croquis de dire « ça va être une pièce compliquée, on l'écarte », ça serait un peu dommage. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose qui va être effectivement... Et c'est pour ça qu'on aimerait bien la développer. J'y pense parce que on n'aurait pas fait le concours de sincérité à se dire « ah mais c'est trop compliqué ». Et donc je trouve ça très bien qu'on se dise « ok, on s'affranchit totalement de cette approche un peu plus technique, mais cette pièce-là qui va servir sur 3 plans différents, c'est super intéressant de voir qu'on va devoir à la fois avoir une approche très artistique et très technique sur le même objet. » Moi je dirais qu'une fois qu'on a fait les abribus avec Decaux, on est capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, quand vous m'avez montré les dessins, tout de suite je vous ai dit, c'est cette pièce qui va être difficile et donc intéressante. Parce que elle rassemble toutes les faiblesses, mais aussi toutes les forces, c'est-à-dire la légèreté, la pliure, évidemment, mais c'est ça qui est intéressant. Si faire de 4 pieds avec, ok, c'est de la soudure, on peut imaginer la chose assez simple, mais dès qu'on va être dans le complexe, c'est là où on va avoir une vraie valeur ajoutée sur du prototypage extrêmement fin, et puis après sur la modélisation industrielle. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier derrière. C'est pas juste faire quelques soudures et quelques vis, c'est comment adapter des outils de production à ce dessin. Monsieur. Une autre question ? Quel est le temps moyen que passe les résidents ? Il y a non, parce qu'il y a tout type de résidents. Il y a tout type. Il y a tout type de. En gros, ça va être de 3 jours à 1 an. Donc, on peut être même vous. Vous savez que la Villa Médicis est ouverte à tous. Donc, vous pouvez vous loger à la Villa Médicis. Vous pouvez moyennant. Il faut demander. Essayez. On ne sait jamais au dernier moment. Au mois de novembre, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de touristes. Vous pouvez essayer. C'est ouvert à tout le monde. Mais donc, toute personne qui y va peut considérer comme. Alors, il paye ou il paye pas. C'est différent. Mais en gros, c'est disons, pour ceux qui sont invités, ça va de 1 semaine à aujourd'hui, c'est 1 an, jusqu'à 1 an. Ce que je trouve trop court, 1 an. C'est un autre débat. À une époque, c'était beaucoup plus.
plus. Hein. Ben moi, j'avais eu 18 mois. J'étais un des derniers à avoir 18 mois. Et avant, c'était 24 mois. Et il y a 2 siècles, c'était 5 ans. Une autre question? Oui, derrière, au fond de la salle, le micro. Bonsoir. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire qu'une résidence, ça doit durer un certain temps. Et plus c'est long, mieux c'est, sauf si on est complètement nul, mais dans ce cas, il ne faut pas partir, et c'est le jury qui est coupable. C'est pour ça que je suis admiratif de votre travail en 6 semaines, mais en fait, vous aviez déjà une commande. Vous avez été invité pour faire quelque chose. Vous avez une commande? Vous n'êtes pas parti comme un résident qui va se dire « je vais aller à Rome pour faire quelque chose, je ne sais pas trop quoi ». Avant de te répondre, ils sont partis dans un mouvement général intéressant pour eux, c'est-à-dire le réenchantement de la Villa Médicis, l'opération menée par la Villa et donc Sam Zourdzé, qui était de repenser le décoratif et repenser les intérieurs, mais aussi commencer à se poser la question dans les jardins, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est le mouvement global, mais après, vous aviez apporté... Oui, mais il n'y a pas de commande proprement dite, c'est nous qui avons structuré la commande, en fait. D'où les moments de doute, parce qu'on se dit mais à quoi ça sert et pourquoi, quand on nous dit mais on ne s'assoit pas dans les jardins, mais on dit mais oui, mais en fait il faut faire évoluer cette pratique, pourquoi la faire évoluer, etc. Donc tout ça, c'est nous qui l'avons structuré, je dirais, mais on a aussi l'habitude de réfléchir rapidement, c'est peut-être aussi le bénéfice de l'âge aujourd'hui. C'est vrai que cette résidence de 6 semaines à 30 ans, moi, j'aurais pas pu faire ça en 6 semaines. Aujourd'hui, j'en ai bien plus, j'en ai le double, donc c'est plus simple de le faire, voilà, avec le double d'années, quoi, je dis. Pardon? Oui, oui, bien sûr. Alors, la Fondation Bettencourt, que vous connaissez, j'imagine, finance aujourd'hui des résidences pour la Villa Kujoyama, la Villa Albertine aux États-Unis, Villa Kujoyama au Japon et la Villa Médicis. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons la chance de partir en résidence courte, résidence métier d'art, Villa Médicis, avec la Fondation Bettencourt-Schuller. Il y aura donc d'autres lauréats de la Fondation Bettencourt qui auront aussi cette possibilité d'aller entre 1 mois et 6 semaines en résidence. Mais il y a beaucoup d'opportunités. La Villa Médicis ouvre à tout créateur. On peut envoyer, il faut connaître un petit peu, mais on peut envoyer une lettre au directeur en disant voilà, je veux venir une semaine pour écrire un article, pour écrire un chapitre, pour faire des dessins. Et ça peut fonctionner aussi comme ça. C'est pas simplement par concours, le grand concours annuel qui est un petit peu compliqué. Il peut y avoir aussi des résidences courtes. Une question encore? Une dernière? Non? Bon, ben, je vous laisse sous les pins de la Villa Médicis. Et merci beaucoup de nous avoir fait... Et on se dit peut-être dans 18 mois, si vous voulez voir les prototypes et les toucher peut-être, après les dessins, comme ça vous avez la perspective et la logique complète de la réflexion jusqu'au produit, quoi. Il y a une expression italienne que j'adore, c'est « magari ». Magari. Merci, Andrea.